Bonsoir Adrien Clouet, qu'on a parmi nous ce soir pour le Twitch de la NUPES Circo 7 Europe Centrale. Alors, je vais peut-être tout d'abord commencer par te présenter rapidement. Tu Vas-y. es député de Haute-Garonne. Tu as effectué une année d'études à Berlin, donc où je suis actuellement. On a un groupe d'action assez actif. Et tu as fait donc des études à Sciences Po Paris. Tu as été post-doctorant en sociologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et tu es membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, donc qui est composée de 50 députés de l'Assemblée nationale et 50 députés du Bundestag, il me semble. Voilà, cette assemblée qui existe depuis mars 2019, c'est un peu le fruit du traité d'Aix-la-Chapelle, qui Mhm. promeut notamment le développement de la coopération à différents niveaux, donc défense, écologie, éducation, coopération transfrontalière, avec les eurodistricts. C'est vrai que pour nous, voilà, résidents allemands, ça peut être assez intéressant de voir ce qui se fait dans cette assemblée parlementaire. Elle est chargée notamment de veiller à la mise en œuvre des dispositions du traité donc d'Aix-la-Chapelle et d'élaborer des propositions. Donc on y reviendra très vite aussi dans les questions que je vais pouvoir te poser. Il y a aussi la notion qu'on évoquait de la mise en œuvre aussi des directives européennes sur le terrain, donc comment on fait dans les bassins transfrontaliers et même entre deux pays pour voir comment ça fonctionne, Oui. ce qui est décidé par les institutions européennes sur le terrain. Alors ma première question serait la suivante, c'est donc on parle d'assemblée parlementaire franco-allemande. Toi qui y sièges, est-ce que tu peux nous dire un peu mieux quel est le rôle de cette assemblée-là? Est-ce qu'elle a un véritable rôle législatif comme l'Assemblée nationale ou alors au contraire elle a d'autres prérogatives? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Oui, effectivement. Donc, je suis membre du bureau de cette assemblée pour le groupe La France Insoumise. Non, alors c'est pas une assemblée au sens parlementaire du terme classique, c'est-à-dire qu'on se réunit pas régulièrement, qu'on ne vote pas de texte de loi et qu'on ne contrôle pas de gouvernement. En fait, c'est un regroupement. Il faut bien voir ce que c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Elle regroupe des députés qui sont élus dans chacun des deux pays. Alors, selon des registres différents, hein, le scrutin est nominal à deux tours en France et la Erststimme et Zweitstimme en Allemagne. Donc, on est réunis avec des modes de scrutin différents au titre de représentantes et représentants de nos deux peuples respectifs. Donc, on est un nombre qui correspond, on va dire, à la répartition par groupe. C'est à peu près ça, c'est la proportion de gens qu'on est dans les différents groupes parlementaires. Et on se rencontre régulièrement, on va dire, pour deux grands types de rencontres. Il y a celle un peu technique, un peu techno, où on se retrouve autour de sujets, c'est-à-dire, par exemple, avoir un round de discussion autour de la crise énergétique, par exemple, pouvoir avoir une discussion sur l'enseignement de la langue dans l'un ou l'autre des pays, ce qui est quand même une des raisons d'être du traité de Aachen. Et d'autre part, il y a les rencontres régulières aussi à caractère symbolique, c'est-à-dire, par exemple, aller raviver la femme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe en France, ou comme on l'a eu c'était il y a 3 semaines de mémoire, pour la commémoration du traité d'Aix-la-Chapelle, où on s'est réunis pour une succession de discours et de présentations de ce qu'on attendait toutes et tous de ce traité, mais au moment plus commémoratif finalement que avancée politique. Donc voilà, c'est un peu les deux jambes sur lesquelles marche cette assemblée parlementaire, mais qui est, moi je pense, avant tout un espace de coopération, c'est-à-dire qu'on voit des collègues avec lesquels on discute, on tisse des liens totalement en dehors des sujets du jour. Alors ça peut être le cas, par exemple, des élus transfrontaliers. Là, il y avait des élus sarrois, rhénans et alsaciens, par exemple, qui régulièrement profitent de l'APFA pour se voir discuter sur même les transports, des choses comme ça, quoi. Réussir à avoir la ligne de bus qui passe à travers la frontière à la même heure et qui est bien organisée et connue, bon, par exemple. Moi, je vais voir évidemment aussi les collègues de Die Linke pour faire des points sur la réforme des retraites, syndicalisme, les évolutions du Mindestlohn en Allemagne, etc. Donc voilà, on profite aussi évidemment pour avoir de la rencontre entre guillemets de couloir, c'est-à-dire on profite d'avoir le collègue du groupe, enfin de la fraction correspondante qui est disponible, on vient. Moi, bon, j'ai la chance de parler allemand, du coup ça va, je peux parler avec tout le monde. C'est pas le cas d'absolument tous les membres de l'APFA. Certains sont coincés parce qu'ils ont leur langue maternelle, donc c'est plus compliqué pour eux, ouais, d'interagir directement sans traducteur à côté. Voilà, de se voir autour d'un Perrier entre deux séances et de faire le point. Mais voilà, c'est à peu près les différentes dimensions que ça a. Et donc, on est une petite équipe de collègues dans l'APFA, Alexis Corbière, Ercilia Soudé, Emmanuel Fernandez, on a Daniel Obono, on a
Je vais pas faire la liste totale parce que sinon je vais regretter mes erreurs et donc je préfère m'arrêter là avant de me planter dans le listing. Mais voilà, on a un certain nombre de Jean-François Coulombe aussi qui est là. Voilà, bon bref, je vous les épargne tous. Justement là-dessus, petite question, comment on rentre en fait? Donc tu parles du PFA, donc c'est le Parlement franco-allemand. Comment on y rentre? Est-ce que c'est en fonction des affinités? Est-ce que ça se bouscule au portillon ou est-ce qu'au contraire on se dit oulala, c'est vraiment beaucoup de travail à côté de déjà le travail parlementaire qui est intense en France et en Allemagne. Voilà, quels sont les Non, c'est critères une bonne entre guillemets question. d'entrée dans cette assemblée-là? Il n'y en a pas. Il y a un droit de tirage par groupe politique. Donc, tous les groupes D'accord. politiques ont un nombre de places qui sont réservées. Après, tu les prends, tu les prends pas. Bon, c'est rare que les groupes ne prennent pas une place qu'il aurait attribuée pour une raison quelconque, quel que soit le motif. Et donc, là, de la même manière, quoi. C'est-à-dire, non, les gens ont un droit de tirage. Après, ce qui est clair, c'est que le fait d'avoir 7, 8, 9 sièges pour un groupe ne veut pas dire qu'on voit les 7, 8, 9 personnes. C'est-à-dire que parfois, il y en a qui sont là, on les voit jamais. Nous, nos collègues, on est toujours en train de tourner, on est en rotation, on se voit. Il y a Caroline Fiat aussi qui est dedans. On se voit assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on tourne pour être sûr qu'il y ait une présence maximum de notre côté. Mais oui, effectivement, il y a certaines délégations où il y a une présence très inégale, on va dire. D'accord, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche personnellement en tant que Français et Françaises établis en Allemagne. Ben Et oui. justement là-dessus, est-ce que donc tu disais que tu étais en contact avec donc d'autres collègues allemands qui siègent dans cette assemblée parlementaire. Est-ce que tu perçois des différences, bon ça même peut-être plus global aussi, comme tu as aussi passé un an à Berlin en études, mais là au niveau parlementaire, des différences dans la manière de travailler des Oui, députés français et des députés allemands. Et qu'est-ce qui sont bien les sûr. bonnes manières à apprendre et puis les choses où il y a juste une différence Non, normative? mais bien sûr. Les différences, alors d'autant plus que moi, quand j'étais en Allemagne, c'était pas en études, hein. Moi, je travaillais au Bundestag quand j'étais à D'accord, Berlin. ok. Donc, ce qui me permet d'autant plus de comparer, puisque j'ai été assistant parlementaire au milieu de mes études un an à Berlin chez André Grunko, député Die Linke de Aachen. D'ailleurs, comme quoi, D'accord. la ville, on y revient régulièrement. Donc, euh, bon, il y a des différences qui sont matérielles et évidentes, hein. Les Allemands ont une dotation plus importante pour leur équipe, leur matériel, leur bureau. Ils ont des pouvoirs de contrôle parlementaires bien plus étendus par rapport à l'exécutif, qui peuvent faire tomber, auxquels ils peuvent poser des questions, duquel ils peuvent exiger des réponses. Ils n'ont pas en face Olivier Dussopt qui fait non, je n'ai aucun compte à rendre sur rien. Donc ils ont voilà des pouvoirs accrus, bien évidemment. Ils ont évidemment comment dire un mode de scrutin qui crée une ambiance un peu différente, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la répartition de l'électorat populaire, contrairement à nous, où on a évidemment ce phénomène de surreprésentation de ceux qui gagnent et les autres sont évincés de la carte, ce qui conduit automatiquement à avoir des rapports de force parfois plus brutaux. C'est-à-dire que en France, après l'élection, il y a une majorité normalement qui gouverne, une minorité qui se fait écraser. Et là, c'est la première fois que la situation est un peu plus compliquée que ça et donc qu'on se rapproche presque à certains égards d'un Parlement qui serait plus à l'allemande, avec une diversité un peu plus importante, sauf que dans le Parlement allemand, tout le monde l'anticipe. Vu qu'on sait qu'il y a une diversité politique, on fait pas des dingueries comme la réforme des retraites, où on essaye d'écraser absolument tout le monde qui n'est pas député macroniste. Il y a une nécessité Donc, de compromis, je pense aussi, qui est vraiment très présente en Allemagne et beaucoup moins. Bon, là, maintenant, peut-être de plus en plus en France par la force des choses, mais c'est vrai que c'est moins visible ou moins ouais, dans l'ADN de la Ve République. Et justement, oui. dans ce Parlement-là, donc l'Assemblée parlementaire franco-allemande, est-ce que tu peux déjà percevoir certains enjeux ou certaines faiblesses, certaines pistes d'amélioration de cette institution-là? Ah bah clairement, aujourd'hui, ça reste des députés entre eux qui, une fois de temps en temps, auditionnent des exécutifs nationaux. Il n'y a pas de syndicalistes, il n'y a pas d'association, il y a pas tout le monde qui fait exister en termes militants, en termes d'activisme, etc., les relations franco-allemandes. Ça n'existe pas. Donc, bien sûr qu'on est très loin d'avoir créé, enfin, on l'a pas créé en l'occurrence, sinon ça serait mieux, mais on est très loin d'être dans une institution qui est en prise avec les luttes sociales de son temps, avec ce qui se déroule. Nous, notre rôle politique, c'est de venir rappeler, d'ailleurs, tout le temps. Si jamais il y en a pas parmi vous qui ont pu écouter un peu la cérémonie sur le traité de la Chapelle, traité d'Aix-la-Chapelle, pardon.
eh bien, peut-être vous aurez remarqué qu'en fait, les discours étaient ennuyeux à mourir. C'est-à-dire tout le monde faisait un point technocratique, avec un truc sans fond, en disant moi, je pense que le franco-allemand c'est bien. Et d'ailleurs, c'est parce que je pense que c'est bien que je suis à cette tribune, et que si je suis à cette tribune, c'est pour dire que c'est bien. Bon, voilà. Et il y a eu que quelques élus de gauche qui ont fait des interventions en soulignant en fait les grands enjeux, en disant attendez, le traité de l'Élysée c'est très bien. Enfin, d'abord, les objectifs ne sont pas remplis. Parce que, on a un traité qui nous dit les jeunesses de chacun des deux pays doivent apprendre la langue de l'autre. Bon, ça recule. Dans les deux pays, le nombre de jeunes Allemands qui font français, de jeunes Français qui font l'allemand recule. Alors, plein de différences. Hein. Il y a les réformes de l'abitur en Allemagne qui font il y a l'idée qu'on aura une moins bonne note en français que dans une autre langue, et donc du coup on change de langue pour l'abitur. Il y a du côté français le déficit de profs, la difficulté à pouvoir les postes au CAPES d'allemand. Donc il y a évidemment des réponses différentes à apporter dans chacun des deux pays, mais enfin on a les mêmes problèmes, ils sont pas mis sur la table. Tout le monde se gargarise, s'auto-félicite en disant c'est formidable le franco-allemand, alors que il y a des échecs en fait, ça marche pas, et tant qu'on se dit pas ce qui marche pas, on peut pas avancer. Et après on essaye aussi de rappeler ce qui n'est pas dans le traité. C'est-à-dire que le traité est intéressant, c'est politique culturelle, bien sûr, mais sur le volet social, on est deux pays où la pauvreté infantile augmente, où la pauvreté au travail laborieuse, elle augmente, et tout ça n'est absolument pas abordé par le texte du traité. Et je conclus avec quand même aussi un énorme écueil, c'est qu'à l'heure actuelle, ce traité se heurte à une réalité géopolitique, c'est-à-dire l'Allemagne regarde de plus en plus vers Washington plutôt que vers Paris. Et donc, à partir du moment où on est dans ce cadre-là, c'est sûr qu'on se retrouve pour dire le traité de l'Élysée, c'est formidable. Et dès le lendemain, le ministère de l'armement ou de la défense allemand nous annonce qu'ils vont acheter des tanks et des avions aux États-Unis, qu'ils vont prendre que des modèles OTAN pour s'équiper, que politique énergétique sera tout à fait autonome et sans aucune concertation avec le reste de l'Union européenne, que les pays du Sud doivent cracher un peu plus de la dette et de leurs engagements antérieurs pour éviter qu'il y ait une relance économique. Bon, on a un vrai souci quand même. On a un vrai souci avec un gouvernement allemand dont l'épicentre n'est clairement pas de regarder les voisins en Europe, mais dont l'épicentre est clairement aujourd'hui Washington. Or, si on a fait le traité de l'Élysée, c'était contre ça. C'est quand même l'idée de base, c'était de se dire il y a une coopération souhaitable entre les deux pays. Elle doit être privilégiée, elle doit organiser, on va dire, la politique extérieure de chacun des deux. Et on a quand même annulé le dernier Conseil des ministres franco-allemand. Il a été annulé parce que on regarde dans des directions totalement différentes les deux pays. On veut même pas l'assumer. Donc on en est à un stade où on se dit oh là là, ne nous réunissons même pas. C'est encore mieux. Et je pense qu'actuellement on a la victoire de Washington là-dessus. C'est-à-dire que Washington a réussi à remettre en cause la coopération franco-allemande. C'est déjà le cas au début. Hein. On se souviendra quand même qu'il y a un préambule adopté par le Bundestag au traité de l'Élysée qui n'est absolument pas dans la version française. Il va falloir que le Bundestag a voté un traité disant l'Allemagne se situe dans le cadre de l'OTAN et est inscrite dans l'Alliance Atlantique et blablabla. Bon, jusqu'à présent, ce préambule, on avait réussi quand même à passer un peu au-dessus sans qu'il ait de lourdes conséquences, mais avec Biden, les conséquences se font sentir assez fortement et c'est dommageable. C'est vrai que on a l'impression aussi ici de voir une sorte Oui. d'amitié franco-allemande à deux vitesses peut-être, dans le sens où, alors peut-être d'un point de vue plus global, quand on parle souvent de franco-allemand, on pense tout de suite à quel point, enfin le discours d'Emmanuel Macron sur ce sujet, et on a l'impression que nous en tant que gauche, en fait, on n'a pas on n'est pas assez, je dirais, on n'a pas assez audible finalement sur cette question du franco-allemand. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument primordial parce que on parlait de l'alliance franco-allemande quand on parle de politique militaire, mais il y a aussi ce que tu as déjà évoqué, la politique d'éducation, qui est finalement, je dirais, quand on parle de deux vitesses de l'amitié franco-allemande, il y a l'amitié franco-allemande qu'on retrouve dans les sommets internationaux, et puis il y a l'amitié franco-allemande sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je pense aussi, en tant que NUPES, en tant que France Insoumise, se dire on s'accapare de ce sujet de l'amitié franco-allemande. On ne la laisse pas comme un sujet Schwerpunkt, comme on en appelle en allemand, qui est le focus du centre droit sur cette question-là, mais la gauche est pour l'éducation et l'ouverture à toutes et tous, donc, et aussi pour cette amitié franco-allemande via l'éducation, via le fait, nous on avait aussi pas mal milité pour que, par exemple, dans tout ce qui est apprentissage et filière professionnelle, qu'il y ait un stage, la possibilité ne serait-ce qu'un stage pour toutes les filières professionnelles, et que ce ne soit pas limité à une élite qui peut continuer à avoir l'apprentissage de l'allemand comme c'est actuellement le cas, mais que ce soit ouvert à toutes et tous, et notamment
notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Moi, je pense que la gauche a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et je reviendrai avec ma dernière question peut-être sur une chose. Tu as évoqué déjà la réforme des retraites. Alors nous, on entend souvent regarder en Allemagne, ils ont la retraite à 67 ans. Ils sont en discussion pour la retraite à 70 ans même, mais les Allemands cotisent beaucoup moins. Donc, voilà, dans ce cas, on peut aussi prendre l'exemple du Luxembourg où le SMIC est à 2 000 €, je crois. Donc, voilà, on prend toujours les exemples. Et l'âge effectif de départ à la retraite est de 60 ans au Luxembourg. Voilà, donc on pourrait très bien prendre cet exemple-là. Et c'est vrai qu'en fait, en France, c'est 64 ans, mais quand on parle de… Voilà, 62. 62 actuellement, La mais loi n'est pas passée et elle ne si on passera parle pas. de départ à 64 ans, en fait, finalement, c'est voilà, si on n'a pas de carrière entrecoupée, donc en fait, ça s'allonge forcément. Même si on parle de 62 ou de 64, il y a forcément un âge qui est complètement faussé à la fin, qui est beaucoup plus élevé que 64 ou 62. Et là-dessus, j'aurais bien aimé avoir ton avis, justement, toi qui es dans cette assemblée parlementaire franco-allemande. Voilà, quelles sont vraiment les similitudes avec la réforme française quand on voit ce qui se passe en Allemagne et quelles leçons en tirer? Est-ce que tu as voilà, un mot de la fin par rapport à cette réforme qui a montré en Allemagne déjà la version néfaste? Disons qu'en Allemagne, je pense qu'il y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension âge de départ, annuité, que tu évoques, qui est 67 ans, et donc un report dans le temps de la durée d'activité des Allemandes et des Allemands qui sont contraints ainsi à travailler plus longtemps. Notamment, moi, il me semble que ça fait partie d'un grand deal durant les années Schröder qui était on baisse les cotisations sociales et en échange, on brûle un cierge pour que le patronat crée des emplois. Bon, évidemment, comme souvent, le patronat n'a pas créé beaucoup, mais en revanche, les cotisations ont été baissées. Alors à l'époque, sous Schröder, c'était les cotisations chômage qui ont été baissées. Mais enfin, il me semble que l'histoire d'un pays, c'est quand même de lever les cotisations nécessaires pour couvrir des risques. Et si jamais le risque de chômage baisse, mais que le risque de vieillesse augmente, parce que les gens n'arrivent plus à vivre avec, évidemment qu'il faut transférer les cotises d'une caisse à l'autre plutôt que de les baisser. Donc, il y a eu un choix de redistribution à l'envers en Allemagne qui a été fait, donc de redistribution vers le grand patronat des cotisations pour vider les caisses de la Sécu, notamment après que les syndicats n'ont pas suivi dans la commission Hartz, etc. Bon, ça, c'est une première dimension. Après, il y a une deuxième dimension qui, pour le coup, est radicalement différente entre nos deux pays, c'est l'activité des femmes. C'est-à-dire que le système de retraite allemand souffre massivement du fait qu'on est à, je crois, on est à 40%, enfin, on est pas loin de la moitié des femmes allemandes en temps partiel. Et donc, à partir du moment où tu mets la moitié de ton pays en temps partiel, enfin, la moitié du monde du travail en temps partiel, un peu moins, parce qu'il y a un taux d'activité plus élevé, mais si tu mets la moitié des femmes en temps partiel, évidemment que tu limites d'autant l'argent qui va dans les caisses de retraite. Et donc, évidemment que à partir de là, tu n'as pas d'autre choix que soit tu fais surcotiser les hommes à temps plein, première option, soit tu fais diminuer les pensions, ce qui a quand même été le cas. On voit bien qu'aujourd'hui, on a des pensions de retraite pour les femmes à 600, 700 € pour une partie non négligeable de la population. C'est inadmissible. Donc, il y a eu un ajustement en Allemagne, finalement, par l'âge, effectivement, mais aussi, et voire surtout par le niveau de pension. Le niveau de pension a baissé. Et ça, c'est une vraie différence par rapport au débat en France, parce que pour le coup, dans les projets gouvernementaux, il ne s'agit pas de toucher au niveau des pensions. C'est trop inflammable. Dans le cas français, je dirais, ils ont peur que c'est même plus un blocage du pays. Là, c'est tout le monde marche sur l'Élysée, on y met le feu. Donc, non, il n'y a pas cette dimension-là. En revanche, ici, on est exclusivement sur le fait de redistribuer à l'envers, c'est-à-dire on fait bosser plus longtemps les gens. Donc, celles et ceux qui ont des carrières longues qui n'y parviennent pas seront celles et ceux qui font le plus d'années. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Autant en Allemagne, il y a parfois des dispositifs d'invalidité, de pré-retraite qui subsistent dans certaines branches, etc. Mais en France, c'est plus le cas. Donc, on est vraiment dans une réforme ici qui est dirigée contre les carrières longues et contre les femmes, qui vont être celles qui vont payer le plus, puisqu'on leur retire le bénéfice des trimestres. En repoussant l'âge de départ, ça sert à rien finalement d'avoir les trimestres suffisants pour partir avec des enfants. Elles prennent 2 ans de plus, et on rappellera que sur le nombre de mois nécessaires en plus pour arriver à la retraite, c'est les femmes qui en prennent 60% du surcroît dans la réforme française. Donc, effectivement, on s'achemine vers un truc plus à l'allemande, mais avec des pensions, on va dire, plus élevées que dans le modèle allemand, encore heureux, mais en fait, un nombre croissant de gens qui ne tiennent pas jusqu'à la retraite, qui ne survivent pas jusqu'à la retraite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, d'autant plus que le pouvoir des syndicats étant plus faible en France qu'en Allemagne, même sur les branches, sur l'équipement individuel de protection, sur la sécurité, tout ce qui peut se jouer parfois dans la Selbstbestimmung, même si je ne l'idéalise pas, mais la Selbstbestimmung, c'est quand même le droit de discuter de certains points importants pour la marge de l'entreprise. Donc les syndicats ont quand même une capacité à gérer les carrières en Allemagne, qui n'est pas le cas dans le cas français. Et donc nous, là, on est en train d'avoir cette offensive très dure, qui en cache une autre derrière, parce qu'à partir du moment où les gens ont une incertitude sur leur âge de départ à la retraite et même sur leur montant de pension,
qui est le fruit de réformes accumulées. C'est vu qu'on réforme tous les 3 ans, bah, j'exagère, mais vu 2019 la dernière fois, 2010 avant, vu qu'on réforme 2 fois par décennie, tout le monde flippe en se disant je ne sais pas combien j'aurai à la retraite. Quel est l'objectif de ce type d'angoisse? C'est que les gens cotisent pour eux, c'est-à-dire fassent des plans d'épargne individuels, se mettent leur propre argent de côté et du coup s'en sortent par leurs propres moyens le cas échéant. Ce qui est absurde. Les Allemands l'ont montré, c'est les retraites Riester, c'est les Riester-Renten à Par l'époque de Schröder. capitalisation, c'est ça, oui. Voilà. On a créé cette espèce de dispositif de capitalisation, de plan d'épargne prévoyance individuelle. Et on se rend bien compte que c'est moins rentable que la répartition. Et pour une raison simple, si je cotise aujourd'hui pour moi, on est en 2023, et que c'est mon argent que je trouve plus tard, eh bien, les taux d'intérêt sur l'argent, le fait de gagner 0,5% par an, c'est une progression beaucoup moins élevée que si, dans 40 ans, un travailleur dans 40 ans, donc productif comme dans 40 ans, paye pour moi. Et lui, en fait, du coup, il aura moins d'heures à consacrer à cette activité pour moi. Bon. Donc, tout cela est évidemment exclusivement dédié à faire exister un marché de la prévoyance individuelle et de l'épargne. Voilà. C'est ça le gros enjeu derrière, c'est de créer un marché là où il n'y en a pas, c'est-à-dire la sécurisation des vieux jours, qui jusqu'à présent était un dispositif public, sous contrôle public et paritaire. Et demain, ils veulent en faire un marché individuel dans lequel c'est comme à Auchan, on y va, on fait son choix, enfin comme à Lidl ou tout ce que vous voulez, on fait son choix, on remplit le panier, on prend ses produits d'épargne, on y va, on les place. S'il n'y a pas de chance, tout disparaît parce qu'il y a une crise financière qui détruit la valeur du truc. Et puis, si on a du bol, on récupère moins que ce qu'on aurait eu en répartition. Voilà. Bon, bah, ça, c'est un truc formidable. Du coup, tu crées une masse de liquidité énorme qui peut être utilisée sur les marchés financiers ou par n'importe quel fonds de pension. Et puis, ça fait des gagnants. Ça, c'est si on est encore vivant à 64 ans, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, d'une partie conséquente de la population. Et d'ailleurs, bon alors là, c'est une question vraiment pour la fin, pour conclure, mais quelle est, là vous êtes vraiment en débat, ardu voilà, pour ce qui est de la réforme des retraites. Quelle est à peu près la Meinungsbild, comme on pourrait dire ici, l'ambiance en fait à l'Assemblée nationale actuellement? Nous on suit un peu la chaîne parlementaire, mais toi qui es vraiment dedans, voilà, est-ce que le gouvernement va enfin écouter la rue, le peuple, et va reculer où on en est un peu, faire des projections peut-être un peu sur la comète, mais pour savoir un peu. L'ambiance est excellente. Non, c'est détestable. Les macronistes se moquent du monde. Olivier Dussopt, hier, faisait des mots croisés en pleine séance parlementaire. À chaque fois qu'on pose un sujet, quel qu'il soit, ils font des tunnels de 2 heures pour pas répondre. Ils veulent répondre à rien, quoi. Je veux dire, aucune des questions. On leur dit combien de gens auront leur retraite minimum à 1 200 euros. On ne sait pas. Bah, dans ce cas-là, si vous ne savez pas, comment vous pouvez dire que ça coûte 1,7 milliard? On ne sait pas. À quel âge il faudra partir, qu'on a commencé tôt? Parce que leur réforme, c'est 44 ans, c'était à démarrer à 16 ans, 43 à 17, 44 à 18, 43 à 19. C'est du délire absolu. Donc, on voit qu'ils sont dans la préparation la plus totale et leur seule solution, c'est d'aller à l'esclandre, en fait. C'est d'essayer de poser un autre sujet, d'aller à l'esclandre, de créer du clash pour qu'on ne leur réponde pas. Donc voilà, cette ambiance, elle n'est pas très bonne, elle est évidemment pas très intéressante pour les parlementaires qu'on est, parce qu'on a des réponses sur rien, mais c'est leur objectif. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces Merci réponses à toi. et pour ton temps. Et voilà, on sera ravis de t'accueillir à Berlin dans le cadre Avec plaisir. d'une rencontre, d'une conférence. Voilà, en tout cas, la porte de notre groupe d'action est grande ouverte. Ça Je te marche. souhaite bon courage. Toute l'équipe ici te souhaite bon courage pour voilà, continuer à te battre pour Merci. un mieux-disant social. Merci encore. Et puis, À bientôt. Merci. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.